Bonjour Dominique Vidal. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors tu es historien et journaliste, spécialiste s'il en est du Proche-Orient. Alors ça fait 1 an qu'il en parle. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou veut annexer une partie de la Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain, alors qui correspond à 30% du territoire total de la Cisjordanie, et une centaine de colonies israéliennes en territoire palestinien, sur la base d'un plan élaboré par l'administration Trump qui a été rendu public à la fin du mois de janvier, et appelé plan de paix. Le calendrier devait s'accélérer, et puis finalement tout le monde s'est mis à temporiser ces derniers jours, notamment le ministre de la Défense israélien qui a annoncé qu'il n'était pas du tout prêt à engager le plan finalement dès maintenant. Alors de quoi est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de ce plan de paix, entre guillemets, et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est un sujet qui tient beaucoup à cœur à Benyamin Netanyahou, parce qu'au fond, la droite et l'extrême droite israélienne, depuis qu'elles sont au pouvoir en 1977, elles ne rêvent et elles ne parlent que de Eretz Israël, le grand Israël. Et l'annexion, c'est ça. C'est récupérer et s'approprier légalement, officiellement, une bonne partie de la Cisjordanie. Je fais une remarque d'ailleurs, 30%, c'est la vallée du Jourdain. Mais si on ajoute les 200 colonies qui vont être annexées, ça peut représenter jusqu'à la moitié de la Cisjordanie. En réalité, il ne restera plus de place pour un État palestinien. Mais du coup, concrètement, comment ça va se passer dans les territoires, si jamais il y a l'annexion, comment ça va se passer dans ces territoires annexés? Qu'est-ce que ça va changer à la vie à la fois des colons israéliens et à la fois à la vie des Palestiniens? Il faut distinguer, parce qu'il y a deux situations complètement différentes. Il y a une situation qui est celle de la vallée du Jourdain. En fait, c'est un territoire qui est pré-annexé, quasiment annexé. Et du point de vue sécuritaire, il est déjà encadré. Les colonies, ça pose des problèmes beaucoup plus complexes, parce qu'il faudra, si on annexe les colonies, il faudra envoyer des soldats partout. Et un des responsables du ministère des Finances israélien a mis en garde sur le fait que cette affaire d'annexion allait coûter, tiens-toi bien, 17 milliards d'euros par an, dans la situation catastrophique qui est celle d'Israël, avec une personne sur 4 au chômage, avec vraiment une crise grave, quoi. Donc je pense que tout ça se pèse. Je te répète, moi j'avais dit qu'il n'y aurait pas d'annexion le 1er juillet. Je continue à penser que les obstacles israéliens, américains, arabes, européens, opinion publique mondiale, sont tels qu'il y a une vraie hésitation. Ça n'est pas un problème cosmétique, c'est pas comment on va vendre le truc. C'est est-ce qu'il faut vraiment faire ça? Et je dois dire que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, à mon avis, l'opinion publique, ça pèse. Et il vient de se produire un événement tout à fait important, c'est la décision de la Cour européenne des droits de l'homme de légitimer le boycott comme un droit citoyen. C'est-à-dire, toute cette campagne BDS contre laquelle Israël s'est battu, avec beaucoup de force, et puis ses alliés, ceux qui se battent avec lui, y compris en France, et c'est un échec formidable pour eux. Donc là aussi, on a la peur que l'image d'Israël, qui est déjà très dégradée dans le monde, elle en prenne encore un coup, et un coup très sérieux. Est-ce que la Cisjordanie, dans une certaine mesure, elle n'est pas, maintenant depuis très longtemps, déjà annexée, en fait, de fait, par les Israéliens? Notamment, tu parlais des colonies israéliennes, c'est que dedans, il y a déjà des Israéliens. Ça, c'est clair. On a 250 000 colons à Jérusalem-Est et 450 000, ou plus d'ailleurs, en Cisjordanie aujourd'hui. Mais colonisation, c'est une chose, annexion, c'est une autre. C'est-à-dire, Israël officiellement plante le dernier clou dans le cercueil de la solution des 2 États. On va vers un État unique. C'est ce que voulait Netanyahou. Il l'a dit clairement dans la campagne électorale, il l'a répété dans son discours d'investiture, et puis, badaboum, ce qui devait se faire hier ne s'est pas fait. Et c'est intéressant de savoir pourquoi. Alors voilà, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a renoncé? Pourquoi il a décalé dans le temps, plutôt? Comme tu sais, moi je suis un grand ennemi des explications monocausales. Il y a plusieurs causes. Je vais aller vite parce qu'on ne peut pas rentrer dans le détail de chaque. D'abord, il y a un problème en Israël. L'opinion est très divisée, il y a des sondages pour, des sondages contre.
Mais clairement, les gens ont peur que tout cela ne provoque une troisième intifada, des désordres, des ruptures avec le monde arabe. Bref, on sent qu'il y a une hésitation. Et puis, surtout, le gros de l'appareil militaire, sécuritaire, est contre. Pour eux, ça n'a pas de sens, ça ne peut que provoquer des ennuis. Deuxième élément, très important, c'est évidemment les États-Unis. Parce que Trump a fait ce plan, mais quand il l'a fait, il n'avait pas géré d'une manière catastrophique l'affaire du Covid. Il n'y avait pas des dizaines de milliers de cas tous les jours, nouveaux. Il n'y avait pas des millions de chômeurs. Il n'y avait pas les sondages qui donnent Biden très en avance. Donc aujourd'hui, on peut se demander s'il a vraiment très envie d'appuyer ce projet d'annexion. Et puis ensuite, et peut-être c'est le plus intéressant, il y a la situation du monde arabe. Parce que Mahmoud Abbas, qu'on a souvent considéré comme certains disaient un collabo, il a résisté. Il n'a pas voulu du plan Trump. Il a dit « je ne finirai pas ma vie dans la peau d'un traître ». Et effectivement, Trump a tout essayé. On a coupé les vivres de l'UNRWA, on a fermé la mission de Palestine à Washington, et quand même, Abbas refusé de prendre Trump au téléphone. C'est un détail, mais un détail significatif. Et comme il a eu cette position-là, ferme, ça a fait bouger les Arabes. Et donc le monde arabe, la Ligue arabe, qui était censé s'aplatir, s'allonger, finalement a refusé le plan, et on a des réactions assez fortes du roi de Jordanie, qui a menacé de rompre le traité de paix. Il y en a que deux dans le monde arabe, avec Israël. Il y a l'Égypte et la Jordanie. Et puis on a même les Émirats, qu'on pensait très proches d'Israël, et qui ont dit non, si vous faites l'annexion, il n'y a plus de normalisation. Et d'après toi, d'où vient ce regain de vitalité de la part du monde arabe et de fermeté vis-à-vis de la politique israélienne et américaine? Je crois qu'il y a deux raisons. D'abord, le fait que les Palestiniens se battent, ça oblige quelque part les Arabes à en tenir compte. Mais deuxièmement, les dirigeants arabes, ils sont derrière entre deux chaises. Il y a une chaise qui est leur besoin d'une aide américaine, d'une aide israélienne, donc c'est clair que c'est important pour eux, pour survivre comme dirigeants. Mais d'un autre côté, il y a les opinions. Et on est en pleine période de renouveau de ce qu'on a appelé les révolutions arabes, l'Algérie, le Soudan, l'Irak, le Liban, etc. Donc les dirigeants arabes sont coincés entre leur volonté d'être bien vus par Trump et Netanyahou, et d'un autre côté, le fait de faire attention à leurs opinions, parce qu'après tout, leur situation est fragile. Tu as parlé de la troisième intifada. C'est vrai que beaucoup de commentateurs et d'observateurs parlent de cette potentialité d'une troisième intifada. Est-ce que pour toi c'est un risque tangible? Visiblement, ça fait peur à l'appareil sécuritaire israélien et à un grand nombre d'Israéliens dans l'opinion publique, Personnellement, je trouve qu'on a toujours tort, nous, de juger l'avenir avec le passé. Peut-être qu'il y aura une troisième intifada, mais elle ne ressemblera certainement pas à la deuxième, parce que la deuxième a été une catastrophe pour les Palestiniens, et ils le savent. Donc, s'il y a un mouvement, il y aura un mouvement, ce sera un mouvement différent. Je ne pense pas que ce sera un mouvement armé, je pense que ce sera un mouvement politique de masse. Mais pour l'instant, disons que ce qui frappe du côté palestinien, je ne parle pas des dirigeants, je parle de la population, c'est l'attentisme. Les gens ne savent pas très bien à quelle sauce on veut les manger, et avant de se lancer dans quelque chose qu'on appellera troisième intifada, ils veulent savoir exactement quels sont les risques et comment ils peuvent conjurer ces risques. Pourquoi est-ce que Trump et globalement tous les présidents américains passent leur temps à vouloir s'immiscer dans la politique du monde arabe? C'est si important pour eux, dans leur politique intérieure. On imagine que c'est ça aussi que cherche Trump, qui veut utiliser ce nouveau plan de paix en Israël pour dire que c'est une victoire et ensuite se faire réélire. Mais est-ce que vraiment ça compte aux États-Unis? Bon, d'abord, je ne crois pas que dans la situation où il est maintenant, avec le Covid, avec le chômage, avec les sondages de Biden, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne crois pas que ce soit une question majeure. Il y a une alliance profonde des États-Unis avec Israël qui est au fond un relais de puissance, comme l'Arabie Saoudite, comme autrefois l'Iran, d'autres pays dans d'autres régions du monde. Les Américains cherchent à se retirer eux-mêmes et donc à avoir des relais. C'est le fond de leur attitude. Cela étant dit, chaque président américain fait à sa manière. La manière de Trump, c'est la vulgarité,
c'est l'incapacité à comprendre les rapports de force, à jauger les opinions, à s'intéresser même aux opinions. Et donc là, on sent qu'il est pris lui-même dans le piège qu'il s'est lui-même tendu. Alors, au niveau du droit international, on situe comment si Benyamin Netanyahou commence à annexer, annexe une partie de la Cisjordanie. Est-ce que, parce que un des principes phares quand même à la fois du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, ça avait été affirmé plusieurs fois, c'est que l'acquisition d'un territoire par la guerre ou par la violence, c'est totalement inadmissible. C'est un viol absolu du droit international, mais aussi de toute une série de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui en particulier la 242, qui date de novembre 1967, après la guerre des 6 jours, exigeait le retrait d'Israël des territoires occupés en disant ce que tu viens de dire, on ne peut pas s'approprier des territoires par la force. Alors il y en a un que ça amuse beaucoup tout ça, c'est Vladimir Poutine. Parce que si les Israéliens violent le droit international dans le silence complice de la plupart des pays, pour l'instant ça n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut immédiatement lever les sanctions qui ont été provoquées par l'annexion de la Crimée. Peut-être c'est une des raisons pour lesquelles on n'entend pas les Russes d'ailleurs sur cette affaire. Et le reste de la communauté internationale, elle se positionne comment? Je sais pas moi, par exemple l'Union européenne et la France? On n'a pas de position commune de l'Union européenne, c'est clair, parce que dans l'Union européenne, il y a des pays proches d'Israël, ce sont la plupart des pays dirigés par des populistes, parfois négationnistes, voire même antisémites, mais c'est comme ça, la politique de Netanyahou, elle passe par des alliances avec ces gens-là, qui eux ont bloqué toute position commune. Cela dit, il faut reconnaître que les déclarations de Jean-Yves Le Drian lors de la Commission des Affaires étrangères du Sénat il y a quelques jours étaient quand même assez fermes et amenaient à penser qu'on aurait des mesures de rétorsion. Le Drian a même dit des choses assez précises. Il a dit il n'y a pas besoin de l'unanimité pour écarter Israël de toute une série de programmes communs avec l'Union européenne. Et puis il a dit on peut prendre des positions par État, unilatérales, on peut aussi les faire de manière coordonnée. Il a cité des noms de pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc on sent que se prépare au niveau européen une éventuelle riposte à une éventuelle annexion. Pour revenir aux Palestiniens, enfin à la Palestine et aux Palestiniens, est-ce qu'il pourrait y avoir aujourd'hui une issue par le haut, après cette crise, parce que là c'est quand même ça fait longtemps que dure la crise, mais là elle a atteint encore une petite phase aiguë, ou bien est-ce qu'ils sont condamnés à être les boucs émissaires des plans machiavéliques et violents et guerriers de à la fois les gouvernements israéliens et américains? Je peux te répondre avec de la langue de bois. Et te dire, la seule solution, c'est la solution des deux États, un État palestinien aux côtés de l'État d'Israël, avec Jérusalem pour capitale, etc., etc. C'est pas ce que tu attends, j'imagine. Moi, je pense que cette situation-là clarifie une chose, c'est que nous sommes sans solution au Proche-Orient. La solution des deux États, elle est enterrée par la décision de Netanyahou, s'il la confirme dans les jours qui viennent. Et la solution à un seul État, encore faut-il définir quel État. Parce que l'État unique, tel que Netanyahou va le construire avec une annexion, c'est un État d'apartheid. C'est pas un gros mot, c'est pas pour comparer à l'Afrique du Sud. C'est parce que simplement, dans cet État unique, il y a un peuple qui aura presque tous les droits et un autre qui n'en aura presque aucun. Donc ça, c'est un État unique d'apartheid. Et puis il y a un autre État unique, qui est un État qu'on peut tout à fait souhaiter, qui est un État binational, tel que les binationalistes juifs des années 20 et 30 l'avaient imaginé, en particulier Martin Buber, et qui propose que les deux peuples aient des droits égaux, que tous les individus, tous les citoyens aient les mêmes droits, que les trois religions aient le même statut, et qu'on vive ensemble. Après tout, ça s'est vu ailleurs pendant de longues périodes, et ça dure encore pour ce qui est d'un certain nombre de pays dans le monde. Simplement, il faut construire un nouveau rapport de force autour d'une nouvelle stratégie. Moi, j'ai beaucoup d'amis palestiniens qui disent qu'il faut commencer à mener une bataille pour l'égalité des droits entre Israéliens et Palestiniens. Et ensuite, on verra quelle en sera la traduction institutionnelle. Ça peut être deux États, ça peut être un État, mais l'important, c'est l'égalité des droits. Merci beaucoup, Dominique Vidal. Avec plaisir.